pour vous, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est un délire? Et effectivement, peut-être que la chose dont je vais parler, c'est d'une critique de cette alternative entre réalité et pur délire. Donc, le premier mot en fait qu'il faut entendre dans l'expérience de mort imminente, c'est justement le mot expérience. Et les sujets de cette expérience sont appelés à juste titre, vous le savez, des expérienceurs. C'est donc seulement et exclusivement en tant qu'expérience que je vais les aborder en priorité, sans me précipiter vers leurs possibles explications. Le problème, c'est que les tentatives d'expliquer les expériences de mort imminente sont de deux types profondément différents, que vous avez un petit peu esquissés, et à la réflexion, les deux types d'explications sont aussi insatisfaisants l'une que l'autre. Elles utilisent tantôt des concepts naturels, tantôt des concepts surnaturels, tantôt la méthode scientifique, tantôt des interprétations ésotériques ou théologiques. Alors, les explications scientifiques, à mon avis, sont insatisfaisantes parce qu'elles ne font, au fond, aucun cas de la signification existentielle des EMI, les expériences de mort imminente, pour ceux qui les ont. Quant aux explications ésotériques, elles sont également insatisfaisantes parce qu'elles sont trop spéculatives, parce qu'elles sont souvent mal étayées et parce qu'elles portent la marque de l'héritage culturel et religieux des expérienceurs. Je propose donc d'adopter, comme vous l'avez dit, à propos des EMI, une approche qui est à la fois agnostique et aussi sensible, je crois, qui est inspirée de la phénoménologie. La phénoménologie, c'est cette discipline philosophique d'examen purement descriptif de l'expérience vécue qui a été inaugurée par Edmund Husserl en Allemagne au début du XXe siècle et dont les élèves français sont Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Lévinas ou Michel Henry. Suivant l'approche phénoménologique, il faut, à mon avis, enfin, c'est pas mon avis, c'est celui de l'approche phénoménologique, il faut mettre en suspens toute quête d'explication des EMI. Puis, il faut écouter l'expérience, il faut la suivre pas à pas, il faut se transporter en elle, il faut entrer en résonance empathique avec ceux qui la vivent. Voilà la vraie méthode phénoménologique appliquée aux EMI. Une fois qu'on a consenti à ce silence et à cette écoute, quantité de questions abyssales sur l'approche de la mort trouvent des réponses limpides et inattendues. Une première question abyssale, c'est celle de la réalité de ce qui a été vu et ressenti pendant l'expérience de mort imminente. Vous venez de la poser. Les EMI sont-elles un rêve ou un savoir? Sont-elles de simples délires qui sont issus d'un événement neuronal naturel ou la révélation d'un au-delà surnaturel? Est-ce qu'on doit les qualifier d'illusions subjectives déclenchées par une dégradation biochimique de nos cellules ou bien est-ce qu'elles doivent être prises à la lettre comme un voyage au seuil d'un paradis qui existe objectivement, subjectif ou objectif? Ne nous hâtons pas de répondre. C'est ça mon message principal. Il ne faut pas se hâter de répondre, comme si la première option, d'ailleurs, l'option naturelle, excluait la seconde, plus spéculative. Nos alternatives explicatives habituelles restent en fait extérieures à ce qu'elles visent à expliquer. Et c'est pour cela qu'elles sont fondamentalement dualistes. L'opposition dualiste du subjectif et de l'objectif ne vaut en fait que pour quelqu'un qui n'a pas encore vécu l'EMI, ou peut-être pour un expérienceur qui y réfléchit bien après s'être réinstallé dans l'état de conscience dit normal et avoir un peu oublié ce qu'il a vécu à cette époque. Mais qu'en est-il à présent si on envisage les EMI du seul point de vue qui compte vraiment, à savoir le point de vue des personnes qui sont en train de les vivre? Du point de vue des personnes qui les traversent, les EMI sont un retour dans la pure présence d'être qui vient bien avant notre distinction du subjectif et de l'objectif. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est subjectif ou objectif? Je n'en sais rien, mais je le vis en ce moment. Une expérience de mort imminente, elle est là, avant d'être attribuable à l'intériorité du sujet ou bien à ce qui lui est extérieur. À supposer même qu'on en arrive à la conclusion qu'une EMI n'a pas le genre de réalité qu'on attribue aux choses tangibles de la vie ordinaire, il reste que cette expérience s'est emparée de celui qui l'a vécue, de manière si pleine, si crédible, si bouleversante, que son expérience entière en a été transfigurée.
Tous les récits donnent cette impression. C'est absolument formidable de les entendre. Si être réel, c'est pouvoir agir sur nous-mêmes et sur notre environnement, alors cette expérience est bel et bien réelle. J'insiste sur le fait que l'expérience de mort imminente ne fait pas que sembler réelle à celui qui la vit. Elle ne fait pas que sembler plus réelle que le réel, selon une jolie expression que j'ai lue chez Stephen. Dans l'approche phénoménologique, c'est l'expérience qui représente la forme originelle et indubitable de toute réalité. Les objets que nous voyons et que nous manipulons, même les cerveaux que nous voyons dans une IRM et que nous pouvons manipuler chirurgicalement, même les cerveaux ne sont dits réels que de façon dérivée et problématique, car on ne les tient pour réels qu'en vertu du fait qu'ils sont sans cesse confirmés par une pluralité d'expériences vécues et par une pluralité de sujets d'expérience. J'en viens à présent à une deuxième question abyssale, celle du temps et de l'éternité. Vous savez qu'un certain nombre d'expérienceurs disent avoir eu le sentiment que l'éternité s'étendait devant eux, et que ce sentiment d'éternité s'oppose à la chronologie très brève mesurée par les soignants qui étaient autour d'eux pendant leur épisode d'approche de la mort. Par exemple, je peux citer un témoignage parmi tant d'autres, celui de Fabienne Raoul. D'après mes collègues, je suis restée inconsciente moins d'une minute. Mais en ce qui me concerne, je n'ai aucune notion de temps. Aucune unité de temps ne semble exister dans cet autre monde. Il y a, pour moi, comme un sentiment d'éternité. Fin de citation. Les titres de quelques livres sur les EMI, d'ailleurs, évoquent ouvertement le contraste entre ce sentiment d'éternité et sa durée, qui est mesurée par les horloges de la vie ordinaire. Par exemple, je pense au livre 45 secondes d'éternité de Nicole Dron, ou encore de Glimpses of Eternity de Raymond Moody. L'interprétation scientifique de ce sentiment d'éternité est qu'il ne s'agit justement que d'un sentiment, qu'il ne s'agit que d'un sentiment illusoire, car en réalité, pour suivre les partisans de cette interprétation, les personnes, à l'approche de la mort, n'avaient plus que 45 secondes, au maximum quelques minutes à vivre. Et après ces quelques minutes, c'était forcément le néant, et non pas la vie sans fin. L'interprétation diamétralement opposée par rapport à celle-ci, par rapport à l'interprétation scientifique, est qu'en réalité, après les premières minutes d'approche de la mort, les personnes entrent littéralement dans un autre monde, dans un au-delà, où s'ouvre devant eux une vie éternelle. Mais d'un point de vue phénoménologique, ni l'un ni l'autre de ces points de vue n'est correct. Ou si l'on veut, les deux interprétations sont toutes les deux capables de comporter une petite part de vérité. Pour comprendre cela, je vous propose de méditer 45 secondes sur la célèbre réflexion d'Épicure à propos de la mort. Selon Épicure, vous le savez, personne ne vit sa propre mort, car, je le cite, « Quand la mort est là, nous ne sommes plus ». Même s'il y a un sujet qui vit l'approche de la mort, il n'y a plus de sujet dès que la mort est installée. Pour quelqu'un qui adopte un point de vue extérieur, scientifique sur la mort, la pensée d'Épicure semble lui donner raison. Il y a encore quelques minutes de vie juste avant la mort, puis il n'y a plus rien, c'est le néant. Mais pour celui qui accepte de se mettre dans la peau de l'expérienceur, dans la peau de celui qui approche la mort, l'interprétation de la pensée d'Épicure change du tout au tout. Du point de vue de celui qui s'approche de la mort, il est absurde de dire qu'à quelque moment que ce soit, il n'y a plus rien pour lui, qu'il y a le néant pour lui, car, comme le souligne justement Épicure, lui n'est plus quand sa mort est là. Il n'y a donc pas de mort s'il n'y a pas de lui pour la vivre. La mort n'est à tout jamais qu'un horizon inaccessible pour lui. Tout se passe bien pour lui comme s'il abordait une vie éternelle. Il n'y a rien d'étonnant qu'il vive ce moment-là comme une éternité, si de surcroît, selon plusieurs récits concordants, toutes les échelles de temps, celles du passé comme celles du futur, sont pour lui dilatées. Dans ces conditions, qui sommes-nous pour lui dire « Oh, tu sais, ton éternité n'a duré que 45 secondes ». Un défenseur du point de vue scientifique pourrait répliquer « Ah, mais vous venez d'avouer qu'il s'agit là d'une fausse éternité. Vous vous êtes contenté de dire « Tout se passe comme si, pour lui, il abordait une vie éternelle ». C'est seulement un comme si. C'est un faux semblant. Il ne peut pas y avoir de vraie éternité si sa durée est limitée. C'est la fin de la citation de mon scientifique imaginaire. La réponse à cette objection, la réponse que je donne à cette objection en tant que phénoménologue, est connue depuis longtemps par les théologiens du Moyen-Âge et par les philosophes néoplatoniciens de l'Antiquité. L'éternité n'est pas une sempiternité. Éternel ne veut pas dire qu'il dure indéfiniment dans un temps sans limite.
Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Écoutons par exemple Boès, un philosophe néoplatonicien chrétien du VIe siècle. Je le cite. L'éternité, c'est d'embrasser au présent une vie sans limite. Fin de citation. L'éternité n'est rien d'autre que le présent. Elle n'est nulle part ailleurs que maintenant. Mais un présent riche d'une perspective illimitée. Mais un maintenant qui n'essaye pas de s'échapper à lui-même. C'est cela que vivent les personnes qui approchent la mort. Et cela, c'est bien l'éternité, au sens le plus élevé et le mieux pensé du terme, le sens phénoménologique. Et saurons-nous jamais, ou est-ce la question de la conscience est-elle elle-même un horizon qui se recule toujours, comme ce que vous venez de dire de la mort? Oui, tout à fait. Vous avez cité le titre de mon livre, La conscience a-t-elle une origine? On se pose toujours la question de savoir où est l'origine de la conscience. Est-ce qu'elle est dans le cerveau ou est-ce qu'elle est ailleurs, dans un champ électromagnétique, comme l'a dit Stephen Lorais? Mais peut-être qu'on pourrait simplement remarquer de façon évidente, à l'heure qu'il est, maintenant, tel que vous vous sentez à l'heure actuelle, que toute la question sur l'origine de la conscience se pose là, dans cet acte de conscience que je suis en train d'avoir et que vous êtes en train d'avoir. Donc l'origine de la question de l'origine de la conscience, c'est la conscience elle-même.